Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler à cœur ouvert. Donc, dans cette vidéo, je n'ai pas spécialement préparé un plan spécifique pour évoquer ce que je m'apprête à évoquer, mais bien évidemment, mon idée directrice est de parler du sujet de la diaspora noire, afro, dans le monde entier et particulièrement en Occident, pour constater une fois de plus que ce que l'on sait déjà, mais sous plusieurs raisons évidemment, la raison pour laquelle beaucoup de Noirs en Occident sont quelque part dans une galère, dans une souffrance, que ce soit financièrement, émotionnellement, et même dans un plan de considération surtout, d'accord? Et dans cette idée-là, j'aimerais évoquer ici les raisons qui me poussent à penser cela, qui expliquent selon moi la raison principale pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, malgré des années, malgré ce qui a déjà été fait par le passé, par des anciens, par certains qui évidemment ont permis à ce qu'il y ait quand même une certaine forme de respectabilité, mais de considération également. Mais le problème est que on est toujours quelque part à la ramasse, s'il faut dire les choses ainsi, par rapport aux autres communautés, si évidemment on parle en termes de communauté. Donc par exemple, si on prend la situation dans la diaspora, en Occident principalement, on voit bien qu'en France, et particulièrement si je me réfère à l'actualité récemment, avec l'élection du maire de Seine-Saint-Denis, Bali Bakayoko, qui a subi des actes racistes de la part de certains médias. Le problème, c'est pas tant les actes racistes en soi, ici, selon moi, c'est la manière dont la communauté noire, entre guillemets, réagit, et surtout ce que cela dénote comme fond de réalité vis-à-vis de cette communauté-là. Et ici, ce que j'en tire comme conclusion, et sans doute d'ailleurs vous avez fait la même conclusion que moi, c'est que jusqu'à aujourd'hui, la communauté noire n'a pas de considération, n'existe même pas, d'accord? Je pense qu'on pourrait même aller jusque-là. Parce que, voyez-vous, évidemment, sans citer évidemment d'autres communautés, mais je pense que vous voyez tout de suite à quoi je pourrais faire référence rapidement. Si ça avait été une autre communauté, déjà, je suis pas sûr que les actes racistes auraient été de la même ampleur, parfois même pas, mais et surtout dans la réaction, il y aurait eu une réaction beaucoup plus féroce, une, euh, une injonction de ces communautés-là vis-à-vis de l'État, du pouvoir étatique, du gouvernement français, au point où, jusqu'à présent, on n'en parlerait que de ça dans les médias. Et le fait est que, quand il s'agit de la communauté noire, si certains médias se permettent de parler ainsi, c'est parce que ils savent très bien qu'en face, il n'y a pas de répondant, il n'y aura pas de répondant, il n'y aura pas de réplique, et il n'y aura aucune sanction. Et justement, à juste titre, la question justement des sanctions, c'est ça qui dénote une fois de plus, comme je le disais, votre rapport de force vis-à-vis de la société dans laquelle vous y êtes. Et on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en France, mais c'est pareil partout. C'est un rapport de force. Donc quand on parle de racisme, de raciste, etc., il faut comprendre que c'est un rapport de force. Le rapport de force ici, il est à tous les étages. Donc, premièrement, bien sûr, politique, mais le politique s'obtient par un poids économique. Donc c'est vraiment conjugué. Et après, le reste, évidemment, culturel et tout le reste. Mais il faut d'abord acquérir une certaine forme de maturité également pour en arriver à avoir un poids politique et un poids économique. Le fait que quand on regarde structurellement la communauté noire, on voit bien que ça n'existe pas. Alors certains me diraient, il y a des rappeurs, il y a des chanteurs. Moi, je rigole parce que quand il faut former une élite dans une communauté, ce n'est pas avec des rappeurs, des footballeurs, des sportifs que vous formez une élite. Et des exemples légion, on en a à foison. Donc, pour revenir au sérieux et dire à celles et ceux qui pensent que quand on parle d'élite dans une société, l'élite, d'abord, c'est des penseurs à la base.
quelle que soit l'histoire, la période de l'histoire que vous pourrez prendre. Quand on parle de l'élite d'une communauté, d'un groupe, d'une tribu, d'ailleurs, le mot qui a été utilisé sur une chaîne de grande, de grande masse, en fait, très connue, où à l'endroit de Bali Bakayoko, on a parlé de tribu. Quand il faut parler justement d'un groupuscule, la question de l'élite, elle est centrale. C'est l'élite qui gouverne quelque part, la masse qui conduit comme ça la masse, comme voilà Moïse vers la terre promise, qui éclaire comme ça l'idéologie du groupe, qui donne une idée, une ligne directrice de ce que doit advenir dans le futur, la voie future auprès de la masse. Et par conséquent, telle une déclinaison, cette idée-là, cette déclinaison se répercute au sein de la masse pour que voilà, il y ait une éducation de manière plus large. Ça, c'est la définition d'une élite, tout simplement. Après, quand on regarde particulièrement la communauté noire, on constate que, alors, véritablement, il n'y a pas encore d'élite en soi dans une forme organisée, je précise bien. Il y a ici et là, que ce soit aux États-Unis, dans les mouvements afro, de manière historique, ou même jusqu'aujourd'hui, il y a quand même eu des courants de pensée, il y a quand même eu, je vais pas revenir sur les marches civiques, sur les personnages qui ont comme ça permis à ce qu'aujourd'hui quand même il y a eu des Barack Obama, d'accord, voilà. Mais toujours est-il que quand on reprend la structure afro de manière plus globale en Occident, on voit bien que cette masse-là a encore du mal à s'organiser. Et la question de l'organisation est centrale lorsqu'il s'agit d'avoir un poids politique et économique pour peser dans les affaires de l'État, dans l'État dans lequel on réside. Et c'est ça qui fait particulièrement défaut à l'endroit de la communauté noire dans le monde entier et particulièrement en Occident. Alors, ceci dit, il ne faut pas aussi occulter le fait que au sein même de cette communauté, il y a des dissensions, qu'il y ait des personnes qui ne soient pas en fait aptes à suivre comme ça une démarche délibérée, une démarche vraiment d'autodétermination, une démarche de conscience, de conscientisation. Et c'est s'il fallait restituer les responsabilités avant de citer, par exemple, en mettant en avant le fait que l'esclavage, la colonisation, en gros, l'autre, le blanc, ou l'esclavage arabo-musulman, étant comme des vecteurs qui ont créé la situation de fait de retard de la communauté afro dans le monde entier, avant de parler de ces problèmes-là, de ces causes-là comme cause principale, faudrait, je pense aussi d'abord parler des problèmes et des causes au sein même de la conscientisation, de la mentalité, de la question d'être même, parce que ça va beaucoup plus loin, je pense, s'il faut entrer sur les raisons pour lesquelles d'ailleurs même ces causes-là ont été créées. S'il y a une cause, si vous avez été colonisé quelque part, c'est parce que vous étiez colonisable. Et dans ce sens-là, il faudrait vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que vous avez été colonisé et qu'est-ce qui a créé donc ces conditions de colonisation. Et donc, on revient à ce que est votre mentalité, à ce qui constitue votre manière de penser et donc à la question d'être qui vous anime au quotidien. Et particulièrement ici, dans la question d'être qui anime le quotidien des Afros, dans une forme d'homme collectif, au sens vraiment d'une personne collective, en entièreté, je constate qu'il y a énormément de problèmes dans cet être collectif-là. Parce que quand on regarde l'histoire comme ça du monde entier, prenons l'exemple très typique que l'on aime très mettre en avant, le cas chinois par exemple, qui a subi aussi de la part des Occidentaux d'énormes affres en fait, d'énormes bavues, même plus que ça, mais de systèmes d'oppression énormes. Voilà, on va pas revenir sur la colonisation, le fait d'avoir été drogué, la guerre de l'opium,
Mais avec du temps et compte tenu de la philosophie chinoise, compte tenu de la manière de penser de Confucius, de cette idéologie-là comme ça, philosophie de vie qui a comme ça été distillée au sein de la société chinoise. Aujourd'hui, avec des années, la Chine a pu comme ça s'organiser face au monde entier à travers notamment son intégration à l'Organisation mondiale du commerce. Mais c'est surtout de comprendre les mécanismes qui ont permis à la Chine d'appréhender le rapport de force et de le renverser. Dans cette stratégie de renversement, de compréhension et de renversement par la suite, il y a eu des longues années qui se sont écoulées. Il y a eu je dirais, de sacrifices de la part de la Chine. Mao, par exemple, qui a quasiment mis la Chine en autarcie. Mais tout cela, c'était dans un but de stratégie à long terme. D'accord? Et à la fin, in fine, on ne peut que donner raison à cette idéologie-là, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que la Chine, comme ça, a pu se relever. Le géant au pied d'argile d'autrefois, d'antan, est aujourd'hui un colosse. Et l'Occident, comme ça, aujourd'hui, a beau, parfois de temps en temps, surtout avec parfois mépris, évidemment, ne pas très voir évidemment tout cela d'un très bon œil, mais ne peut pas évidemment le dire en face du pouvoir chinois, parce que là, cette fois-ci, le rapport de force est totalement en faveur de la Chine. Et on peut parler de la Chine, mais on peut aussi parler évidemment d'autres pays qui, même s'ils ne sont pas encore au rang de la Chine, mais montrent quand même une certaine forme de suivisme, de compréhension de ce qu'est comme ça l'analyse du rapport de force pour évidemment ne pas subir à minima les conséquences du capitalisme, du grand capitalisme dominé à sa tête par l'Occident et les États-Unis en tête. Alors, je vous dis quoi, après avoir relaté quelque part cette petite parenthèse historique, c'est que quand on regarde tout particulièrement maintenant le cas de la communauté afro, je vois bien que tout ce que je vous citais là sur la manière dont la Chine a pu comprendre et renverser le rapport de force, on voit bien que cela ne s'applique pas encore pour l'instant au cas africain, afro-descendant dans le monde entier. Même si, évidemment, il y a des petits groupuscules ou des idées comme ça qui jalonnent, mais toujours est-il que il n'y a pas une réelle volonté de puissance qui soit encore réellement organisée. Peut-être que, d'accord, le temps nous le dira plus tard, mais pour l'instant, il y a encore beaucoup de choses à mettre sur pied. Et particulièrement, je pense que cela est dû au fait que, comme je parlais tout à l'heure de la question d'être collectif en tant qu'humain collectif qui préside l'être collectif afro-descendant, cet être-là est malade en fait. Il est malade parce que quand on regarde la situation par exemple dans la diaspora, quand je regarde et je note que en 2026, il faille encore marcher pour dire non au racisme en fait, ça pour moi c'est encore un échec flagrant. Un échec parce que ça démontre en fait encore que cette communauté est toujours comme ça à la ramasse en train de demander à ce qu'elle soit acceptée, à ce qu'elle soit reconnue comme étant des personnes à part entière, d'accord? Et c'est justement dans cette non-considération, dans cette perspective de solutions proposées qui n'en sont pas pour moi justement des solutions, le fait d'aller marcher et dire que voilà, nous sommes des êtres humains, d'accord? J'en rigole parce que, voyez-vous, je trouve que c'est encore beaucoup plus aberrant parce que compte tenu de l'histoire et des actions qui ont déjà été commises par le passé, par des anciens, je trouve que c'est même une marche en arrière, très en arrière, évidemment, concernant cette question de reconnaissance et d'avancée.
Et particulièrement, encore une fois de plus, un autre problème, c'est aussi dans cette maladie d'être collectif, il y a la question du rapport à l'Afrique, donc entre Africains, entre Afro-descendants. Je le dis toujours, si on revient au cas chinois, partout où cette communauté va se trouver, elle va être respectée, notamment parce que la Chine, quand on voit bien la Chine, comment elle est construite, comment elle pèse sur la scène internationale, forcément, son image se répercute sur le descendant chinois partout où il se trouve sur cette planète Terre. Et ça a toujours été comme ça dans l'histoire, jusqu'à preuve de contraire. Et les afro-descendants ne pourront pas y échapper à cette relation-là de regard des autres vis-à-vis de leur personnalité, vis-à-vis de leur considération. Et tant que l'Afrique ne sera pas construite avec des infrastructures, d'accord, de pouvoir peser sur la scène internationale, de pouvoir dicter ses propres choix idéologiques, de pensée, de cadre, de paradigme, d'accord, de vision. C'est quoi, par exemple, la vision? Si je vous pose la question, la vision de pensée africaine, très peu d'Africains ou afro-descendants sont capables de converger vers une même pensée, vers une même idéologie. Il y a des idéologies comme ça à gauche, à droite, le panafricanisme, certains me diraient, mais voyez-vous, tous les afro-descendants ne sont pas alignés là-dessus, et c'est peut-être sans doute un problème aussi parce que pour l'instant, il n'y a pas encore de paradigme très, très établi, d'accord? Il y a des idées qui sont là, bien sûr, je n'en doute pas, mais c'est surtout l'organisation qui fait faillite parce que pour l'instant, la manière de penser des afro-descendants n'est pas totalement alignée avec une force opérationnelle. Et cela, tant que ce n'est pas établi véritablement, donc il n'y aura pas pour moi, je précise bien, une ligne directrice africaine et par conséquent une envie d'aller vraiment imposer sa loi, imposer sa loi pour soi-même déjà, d'accord, pas dans un esprit de forcément de domination, mais pour soi-même et de se défendre d'autodétermination. C'est ça vraiment l'idée principale derrière cette idée-là. Parce que vous avez des exemples, quand aujourd'hui, par exemple, vous avez 14 pays africains ou plusieurs pays africains qui utilisent encore une monnaie qui est fabriquée en France, d'accord, le franc CFA pour ne pas le citer, vous voyez bien qu'il y a un problème, quoi. On est en 2026, ça démontre tellement encore une forme de misérabilisme quelque part, de lâcheté, d'incompétence de la part des afro-descendants. Je ne suis pas dans un discours de pleurniche, je ne suis pas dans un discours d'accusation parce que ça ne sert à rien et ça ne fait pas avancer les choses. Donc, je pars dans un principe que si vous vivez une situation aujourd'hui, vous méritez cette situation-là. Si vous avez été... c'est peut-être dur à le penser ainsi, mais je vous l'accorde, mais c'est ce que je pense. Et la seule solution ou la seule question à se poser, c'est qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir sortir de cette situation-là? Voilà la question à laquelle les afro-descendants devraient se poser et s'atteler à mettre en œuvre tous les jours les conditions nécessaires pour s'en sortir. Et tant que ces conditions nécessaires ne sont pas mises véritablement sur pied, il faut continuer et ne pas s'arrêter en chemin et tomber dans une forme de victimisation pour accuser forcément l'ancien bourreau, le colon dont on pourrait mettre en avant. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'état de mentalité de la communauté noire et des afro-descendants de manière générale en Occident, mais également sur le territoire, sur la TMR, l'Afrique, parce que je vais donner quelques exemples encore, évidemment, sur l'aspect d'autodétermination. Alors, on voit bien comme ça, évidemment, quelques États qui essayent de s'en sortir, qui montrent quand même quelques volontés de s'affranchir de cette situation-là. Bien évidemment que le combat n'est pas si simple, mais simplement, c'est les autres en face
qui, comme je disais, il y a des dissensions au sein de cette propre masse d'afro, donc de cet être collectif, parce que des trahisons, évidemment, sont toujours liées et exploitées par les autres, ce qui fait que il y a comme ça un retard dans l'avancée du combat. Je ne vais pas citer les États, mais vous voyez très bien les États en Afrique qui essaient de s'en sortir réellement, et d'autres États également qui, quelque part, sont dans une forme de toujours comme ça vouloir continuer, perpétuer cet état de fait qui aujourd'hui ne profite pas aux afrodescendants de manière générale. Donc voilà véritablement ce dont je voulais dire dans cette vidéo. Je pense que ça fait écho à beaucoup de choses. Et la solution, ou l'une des solutions, la question est toujours et sera toujours, même à un niveau individuel, à l'échelle individuelle, mais comme je disais, on a un problème collectif. Aujourd'hui, individuellement, vous allez trouver des personnes qui essaient de mettre les choses sur pied, qui essaient de s'en sortir. Mais le problème véritablement, c'est quand on essaie d'arriver à une échelle. Et le fait d'être à l'échelle vous donne comme ça une certaine puissance, une certaine forme de poids. Et tant que cette masse, ce poids critique ne sera pas encore atteint, on aura toujours l'Afrique, les afro-descendants seront toujours perçus et seront toujours dans cette forme actuelle dans laquelle les afro-descendants se trouvent. Donc, même à votre échelle individuelle, la question et la seule question à se poser, c'est qu'est-ce que je mets en place pour m'en sortir? Qu'est-ce que je mets en place pour faire sortir les autres d'une telle situation d'un point de vue collectif? Je donne des solutions ou l'une des solutions les plus visibles, les plus observables, parce que dans le passé, les autres l'ayant déjà emprunté comme solution, c'est la question de la technologie. La question de la technologie à travers notamment la question des sciences, les sciences dures, les sciences mathématiques. Donc les Africains doivent aller dompter la science. Bon, Cheikh Anta Diop le disait déjà, hein, d'accord, armez-vous de science jusqu'aux dents. Je pense que c'est encore d'autant plus réel et réaliste qu'aujourd'hui, de par le fait qu'on voit bien dans le monde entier comme ça, des guerres un peu partout où les États-Unis, actuellement Israël contre l'Iran, on voit bien que malgré tout, l'Iran, avec les moyens de bord, d'accord, je prends pas parti, hein, mais je constate simplement en tant qu'acteur extérieur que l'Iran quand même envoie le message aux autres pays qu'il faut s'armer de science, parce que construire des missiles, envoyer des vecteurs, envoyer des missiles avec fragmentation, tout cela relève évidemment de la science. Alors, vous me direz, on est peut-être ici dans un aspect violent, militaire, mais ça reste toujours dans le même paradigme, en fait. D'un côté, on peut faire des missiles avec la science, en comprenant les enjeux scientifiques, en comprenant comment fonctionne, par exemple, la propulsion, fait des perspectives, former les établissements à ce qu'il y ait un plus grand nombre de personnes qui vont dans des disciplines scientifiques. Et de l'autre côté également, quand on prend la Chine, avec les outils sur l'IA, autour de l'IA, voitures autonomes, de la 5G, etc., on voit bien que la question comme ça de la technologie est au cœur des enjeux de domination du monde entier de demain. Et les afro-descendants, tant qu'ils ne seront pas dans ce combat-là, d'aller conquérir la science, il faudrait que, quelque part, d'ici quelques années, que l'on puisse dire que je vais étudier à Dakar ou, je ne sais pas, à Conakry ou à Abidjan pour me former sur telle discipline scientifique plutôt que de dire que je vais étudier à Harvard ou à Oxford, etc. Tant qu'il n'y aura pas ce narratif-là inscrit dans ce sens-là, les afro-descendants seront toujours à la ramasse et ne seront pas en mesure d'être comme ça, défenseurs de leur propre souveraineté. Et la question de la souveraineté, justement, c'est ça qui fait que vous êtes autonome de pouvoir dire ce dont vous avez envie de dire au Conseil de sécurité des Nations Unies et d'être pris en considération dans vos propos.
Et aujourd'hui, on voit bien que vous soyez la Chine, l'Iran et les BRICS de manière générale, ou la Russie, tout ceci n'a de sens que parce que ces pays-là ont un poids politique. Mais le poids politique, évidemment, est venu également par le fait que ces pays sont capables de bombarder ou de se défendre, d'être souverains. Et quand on creuse comme ça plus loin, il y a la question, question de mentalité que j'ai déjà traitée en avant, mais également aussi la question du savoir scientifique, la question de la formation, de l'éducation. Et les afro-descendants doivent suivre ce paradigme-là, doivent s'inscrire dans ce sens-là, se retrousser les manches, se salir les mains, d'accord? Rien n'est éternel dans une forme de fatalité. Les choses sont en constance mouvement. Et donc, se former est plus que jamais une obligation pour les afro-descendants. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, mais demain, ce sera d'autres technologies, la physique quantique, etc. Mais la question restera fondamentale. Allez dompter les sciences, comprenez l'essentiel. D'accord? Aujourd'hui, vous avez plus que jamais accès à ces outils-là de technologie, des LLM, les grands modèles de langage, des agents intelligents. Comment fonctionne un agent intelligent? Qu'est-ce qu'une boucle d'observation, de traitement et de rétroaction au cœur d'un agent intelligent? Dans quel cas je pourrais appliquer cela dans le contexte africain, dans un contexte éducatif, dans un contexte pour créer de la valeur ajoutée, que ce soit d'un point de vue de entreprise, mais également aussi d'un point de vue de souveraineté étatique de manière générale. Voilà toutes les questions comme ça qui font que, et qui feront d'ailleurs que les afro-descendants seront pris au sérieux plutôt que de parler tous les jours des sujets qui n'apportent aucune valeur ajoutée sur des relations hommes-femmes, bien que d'ailleurs il y ait des problèmes sans doute de couple au sein de la diaspora. Mais voyez-vous des débats ou du style de ce genre, ou des débats autour de manière, je précise bien, versée sur du sport, de la danse, de la musique, ça c'est bien beau quand on a fait le travail en amont, d'accord? Je ne vois pas au quotidien les Chinois ou les autres communautés danser autant que les afro-descendants. Ceci ne veut pas dire que danser est mauvais, mais quand on fait le travail d'abord au préalable de respectabilité, de choix de pensée, de vision de pensée, on peut après célébrer et être content. Je pense que pour moi, dans l'ordre d'idées, c'est plutôt mieux dans ce sens-là, plutôt que de se vanter comme ça souvent, alors que derrière, il n'y a pas eu de travail, le vrai travail qui a été fait en amont. Voilà les amis, je vais m'arrêter là. Likez, abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo. Je vous remercie, on se retrouve à la prochaine. Je vous dis au revoir.